Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Drouillat. Il va nous parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle comment le design participe à la stratégie de l'entreprise. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Bonjour, merci Laurent de m'avoir invité, je vais très bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien sûr, alors donc je suis Benoît Drouillat, j'ai une formation de lettres modernes, hein, je n'ai pas une formation de designer. Mon métier aujourd'hui, c'est de diriger l'équipe design d'Oudrive, hein, donc Head of Design d'Oudrive, et en parallèle, je suis aussi président depuis une dizaine d'années d'une association professionnelle qui s'appelle Designer Interactive, qui œuvre dans la promotion du design en France. Voilà. D'accord, super. Est-ce que tu peux juste nous préciser ce que c'est que Woodrive et puis ce que tu fais chez Woodrive et puis par rapport aussi à Designer Interactif, qu'est-ce que ça représente exactement? Woodrive, c'est une entreprise qui fait notamment de l'édition de logiciels, D'accord, qui est plutôt généraliste en fait. Ça tourne autour de trois gammes de produits. Tout ce qui concerne des solutions de collaboration en ligne à travers des produits comme Postfiles, Boardnox ou Orphea pour la partie Digital Asset Management. Également des solutions autour de la sauvegarde de données avec un logiciel qui s'appelle AD Backup. Et puis tout ce qui tourne autour de l'identité numérique avec la signature numérique et des solutions de certificats d'identité numérique. d'accord. Voilà. Donc tout un beau programme en fait. Un terrain de jeu assez intéressant pour le design et vaste. Super. Et puis donc Designer Interactif, qu'est-ce que ça représente? C'est une association, je crois, c'est ça? Designer Interactif, effectivement, c'est une association qu'on a créée en 2006 avec un certain nombre de cofondateurs avec moi, donc que j'anime depuis 13 ans maintenant. Et parmi les missions designer interactif, il y a eu la définition des métiers, puisque à l'époque où on a créé l'association, il n'y avait aucune définition, aucun consensus sur ce que nous étions. C'est des métiers bien sûr très émergents. Euh, c'est un projet éditorial aussi avant tout, designer interactif, puisque on a organisé dès le début des conférences avec des gens comme Étienne Mineur, comme Jean-Louis Fréchin, D'accord. et puis on a fait aussi un certain nombre au départ de guides méthodos, et on est surtout aujourd'hui connu pour les enquêtes que l'on mène sur l'emploi et les salaires dans la profession. D'accord. Et puis aussi, vous êtes aussi diffuseur d'offres d'emploi, parce que c'est vrai que même moi, quand je recherchais un emploi, je suis aussi passé par votre plateforme de designer interactif pour regarder les offres. C'est ça, hein? Bien sûr, alors aujourd'hui, c'est vrai que l'emploi, c'est une question qui va devenir un petit peu centrale, hein, au regard de la crise économique dans laquelle on est en train de s'engager. Ça a toujours été pour nous l'emploi des designers une préoccupation voilà très importante. Il y a des tas d'actions en fait de terrain qu'on mène au-delà de la simple publication d'offres d'emploi, hein, à travers nos enquêtes ou à travers aussi, je dirais, des discussions avec nos adhérents sur voilà comment ils peuvent gérer leur carrière. Donc on donne aussi un ensemble je dirais de conseils très concrets, aussi comment faire son portfolio, voilà quelle stratégie de carrière adopter. Et ça, on est assez friand de ces exercices, de ces actions de terrain. D'accord, super. Merci Benoît. Est-ce que pour aujourd'hui, nous allons parler
du design, bien entendu. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le design participe donc à la stratégie de l'entreprise? Alors c'est une très vaste question. On a souvent d'ailleurs l'impression que la stratégie pour le design, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, quelque chose qui se fait à très haut niveau, qui est difficile aussi, je pense, à définir et à poser dans une organisation. Et peut-être ce Tout qui à fait. serait intéressant pour aborder cette question, ça serait de parler de l'expérience concrète que j'ai eue chez Woodrive sur la question, parce qu'en réalité, élaborer une stratégie, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Simplement, il faut respecter un certain nombre d'étapes. Alors, ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est pas bien entendu une recette pour faire une stratégie design. Hein, c'est absolument pas, je pense, l'enjeu. C'est simplement de faire un petit retour d'expérience, voilà, sur ce qu'est une stratégie de design. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as mis en place chez Woodrive, par exemple, ou dans d'autres entreprises auparavant? Alors, c'est quelque chose. Alors, j'ai fait plusieurs choses sur les stratégies de design. Déjà, j'ai un peu réfléchi, si tu veux, d'un point de vue théorique, qu'est-ce que ça impliquait. Et puis, à l'époque où j'ai basculé dans l'univers produit, hein, dans une organisation centrée sur le produit, D'accord. euh, j'ai discuté avec différentes startups ou entreprises et j'étais amené aussi, par exemple, dans des phases d'entretien, voilà, de rencontres, de discussions avec des fondateurs de start-up, et ben, à formaliser des petits plans stratégiques sur comment on pouvait intégrer le design et D'accord. ce que ça pouvait apporter à l'entreprise et donner comme levier. D'accord. Donc chez Woodrive, ça s'est pas fait forcément d'une manière naturelle parce que la stratégie, ce n'est pas généralement une attente que vont avoir nos fondateurs ou nos dirigeants. Je pense que la perception du rôle du design dans une entreprise, que ce soit Woodrive ou que ce soit des startups ou des grands groupes, on le perçoit souvent comme, je dirais, un rôle un peu de production. Éventuellement, le design contribue à formaliser la recherche utilisateur et à documenter ce qu'on appelle la connaissance utilisateur, mais on ne lui voit pas de rôle stratégique particulier. On sait qu'il faut faire du design dans l'entreprise, que c'est bon pour l'entreprise, mais on ne sait pas forcément je dirais le positionner dans l'organisation et lui donner tout de suite un rôle stratégique. Alors, Ouais, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que c'est toujours, d'après mon expérience personnelle, c'est vrai que c'est toujours un peu bancal. On pose un designer en plus, même de la façon qu'on accueille un designer dans une société. On le pose comme ça, là tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais finalement on n'imagine pas derrière ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'apporter à une organisation, à une société. Je sais pas ce que tu en penses. exactement. Très souvent, je dirais, le champ d'action du design est un peu sous-estimé. Hmm. Alors, je veux pas non plus donner l'impression que le design peut tout résoudre, que c'est la solution magique. Moi, je suis pas très versé dans le solutionnisme, hein, mais c'est vrai qu'on ne réfléchit pas toujours aux conditions dans lesquelles une équipe de design va pouvoir faire son travail et quel spectre d'intervention elle va avoir parce que elle est attendue souvent sur des enjeux un peu pratico-pratiques Hmm. et pas tellement sur la réflexion et sur la stratégie. Absolument, je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Donc, chez Woodrive, pour redonner encore un peu plus de contexte précis, on a engagé, donc l'équipe a été mise en place il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et on a mis en place un certain nombre
de chantier. Et il y a beaucoup de choses qui se sont aussi faites en parallèle je dirais, de la définition stratégique de notre rôle. Hein. C'est pas ça qui est venu en vérité en premier. Donc moi j'avais plusieurs objectifs hein, dans ma mission de départ. C'était déjà avant tout de structurer l'expertise puisque c'était une équipe assez nouvelle. On a fait notamment un travail assez important d'intégration de nos process design à l'agilité. Hein. Très souvent, bon, c'est vrai que tout ça est vu un peu du point de vue du développeur. Hein. Donc nous, on s'est plus adapté qu'eux ne se sont adaptés à nous, je pense. Il y a un gros travail de sensibilisation aussi, à mon sens, qui vient dans la mission. Il y a le fait de développer toute la partie connaissance utilisateur parce que là-dessus en France on n'a pas été très mature jusqu'à récemment. Et puis il y avait chez OuDrive en particulier un enjeu d'améliorer la facilité d'usage des produits parce que les interfaces qui étaient le point de départ, ce que l'on a trouvé en arrivant, n'étaient pas très satisfaisants de notre point de vue, même si on avait plutôt une bonne satisfaction client là-dessus et que on n'avait pas forcément de gros freins à l'usage ou de gros problèmes d'ergonomie pour le formuler d'une manière un peu concrète, quoi. D'accord. Donc, Et on excuse-moi, est un peu de... excuse-moi, tout à l'heure, tu disais que, en fait, premièrement, tout le monde peut inclure cette stratégie à son niveau. Et puis, deux, comment tu as réussi à définir au départ ces trois points que tu voulais développer chez OuDrive? Alors, pour moi, il y a eu déjà en ce qui concerne l'élaboration de la stratégie, ça a été effectivement progressif. Quand je suis arrivé, je pense comme pour tout manager dans le design ou manager dans un autre domaine, il y a un peu une sorte de phase d'audit. Voilà, D'accord. qu'est-ce qu'on trouve dans l'existant? Donc, ça implique de faire un petit point sur voilà sur les éléments qu'on a, de rencontrer évidemment des gens. Et cette phase-là, en fait, d'audit, déjà pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'organisation, quelle place on a exactement dans l'entreprise, c'est déjà quelque chose qui dure 6 à 8 mois. Alors, je précise quand même que D'accord. pendant ces 6 à 8 mois, on ne fait pas que observer et regarder. Bien sûr, on prend Bien sûr. aussi tous les projets en run, hein, Hmm. tous les chantiers qui sont commencés continuent, bien sûr, en parallèle de cette phase un peu d'observation et de compréhension. Et ça, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer un petit peu la durée de cette phase-là, parce que surtout dans les environnements complexes, hein, parce que ça soit d'ailleurs grand groupe ou start-up, ça dépend beaucoup du nombre de produits sur lesquels on intervient, ça dépend de la complexité de l'organisation interne, de la taille aussi de l'entreprise. Donc nous, Bien on sûr. voudra c'est une entreprise où il y a quand même 300 personnes, donc forcément il y a beaucoup d'équipes, les gens sont dispersés géographiquement et toutes ces choses, bien évidemment, sur la perception de l'existant, ça a un impact très important. Hein. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment primordial cette vision de l'existant et du run avant de se jeter tête baissée dans la stratégie. Sinon, l'exercice n'a pas beaucoup de sens parce que on va faire des choses théoriques et après on va se confronter à je dirais, à des gaps ou à des trous dans la raquette. Ça peut être très désagréable. Ok, très bien. Ensuite, il y a une deuxième phase d'écriture de la vision. Alors, vision, ça peut paraître un peu prétentieux, mais on essaie un peu de formuler ce que peut être un positionnement. Donc moi, en fait, j'ai fait cet exercice sous la forme d'une roadmap de design un peu théorique, qui d'un point de vue opérationnel n'a peut-être pas complètement tout son sens, parce que en fait, écrire une vision comme ça à 3 ans, qui formalise ce qu'on va faire et de le détailler par produit,
on s'aperçoit que dans la pratique, on fait pas du tout ce qui est prévu, hein, pour être parent. Mais c'est quand même intéressant à faire. Alors cet exercice de vision à 3 ans, il va comporter la formalisation des enjeux, des objectifs à atteindre. Parce que moi, on m'avait pas forcément fixé d'objectifs très très précis, hein, quand je suis arrivé, au-delà des missions que j'ai détaillées tout à l'heure. Identifier des principes de design qui sont ceux de l'entreprise, ceux sur lesquels on va travailler, D'accord. se donner des thématiques de travail. Je vais donner des exemples très concrets, hein. Et puis dérouler ce qu'on appelle un peu une stratégie de moyens, c'est-à-dire quelle équipe on a, de quelles compétences on a besoin, quel process, quelle méthode, quel livrable, sur quelles ressources on va s'appuyer, hein. Ce que j'entends par ressources, ce ne sont pas les personnes, ce sont plutôt des ressources documentaires ou ce qui peut déjà exister dans l'entreprise, hein. Par exemple, pour nous, le customer care, c'était une ressource parce qu'il y a des remontées qui sont faites tous les jours sur l'usage de nos produits. Dans la stratégie de moyens aussi, par exemple, des besoins en formation, des outils qu'on a déjà ou qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait tester. Donc ça regroupe aussi un petit peu tout ça, hein. Il y a des D'accord. choses quand même très concrètes dans cette vision. Ok, d'accord, très bien. Donc si je viens un peu dans le détail sur les thématiques de travail qu'on avait identifiées pour cette vision, on avait 8 thématiques. La première thématique, elle portait sur la connaissance utilisateur, c'est-à-dire nous, tout cela n'était pas très bien formalisé chez WooDrive, même s'il y avait des initiatives un petit peu dispersées. On a trouvé de la documentation, voilà, de gens qui étaient là avant nous et qui avaient fait, je dirais, l'amorçage du travail de design avant que l'équipe se constitue réellement. Donc, c'est comprendre l'usage de nos produits par les utilisateurs finaux, par les clients. C'est valider aussi des hypothèses de conception en réalisant des tests, par exemple. Donc tout ça, D'accord. il a fallu qu'on fasse un travail. On a eu beaucoup d'hésitation en fait sur cette partie parce que je pense que c'est une problématique partagée par beaucoup d'équipes. Quelquefois, c'est compliqué d'accéder à ces utilisateurs finaux, donc il a fallu réfléchir un peu à des tactiques sur comment mener nos entretiens, comment mener nos tests, etc. D'accord, ok, super. Après, il y a un élément que j'ai déjà cité, c'est la facilité d'usage. Donc, ce qu'on voulait, c'était rendre nos services aussi faciles et agréables que possible à utiliser. Donc là, bien sûr, on s'appuie sur des choses qui sont très connues, hein, des heuristiques d'ergonomie, des critères d'ergonomie, des bonnes pratiques, du benchmark aussi, hein, bien sûr. Tout ça, D'accord. ça fait partie, je pense, des choses qui sont faites assez couramment. Là, je pense que j'apprends pas grand-chose à nos auditeurs. Ils connaissent déjà tout ça. Ensuite, troisième thème, il y avait l'industrialisation. Alors ça, c'est assez critique, c'est-à-dire s'engager dans un projet de centralisation et de normalisation des composants d'interface pour toutes nos solutions. Donc ça, c'est le sujet du design system, un sujet qui n'est pas simple. Donc ça faisait partie, voilà, des axes stratégiques. Ensuite, c'était sur la partie design d'interface, ce qu'on appelle couramment l'UI, hein. Donc pour nous, c'était se doter d'un langage d'interface unifié pour tous nos produits. WooDrive est une société qui existe depuis 20 ans et donc on avait beaucoup je dirais, c'était très morcelé. On avait un legacy, c'est-à-dire un héritage de précédentes versions de produits voilà, qui était très lourd, je pense, à maintenir et du coup aussi des gros enjeux pour les faire évoluer. D'accord. Ensuite, un sujet, je pense aussi, qui va être familier de pas mal de monde, c'est l'UX Writing. Ah oui, Alors, très j'ai pas trouvé, très voilà, compliqué. j'ai pas trouvé de meilleur terme, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que comme pour le langage d'interface, eh bien le langage textuel avait un besoin je dirais, ouais, de normalisation aussi, c'est-à-dire formaliser
ces éléments du discours dans les interfaces de nos produits qui sont, par exemple, des micro-contenus, les labels, les messages d'erreur. Mmh. Donc, Mmh. voilà, on a fait un travail justement de descriptif par rapport à ça et j'ai passé justement une partie du confinement à rédiger une sorte de guideline sur la façon dont doivent être rédigés tous ces micro-contenus. D'accord. Après avec Excuse-moi, oui, Benoît, j'ai une question par rapport à ça, parce oui, que j'ai rencontré la même chose il y a peu de temps. Donc là, par exemple, pour le X Writing, ça veut dire que du coup, tu n'as pas du tout fait appel à des compétences extérieures. C'est toi qui t'en es chargé sur toute la partie UX Writing, en fait. oui, tout à fait. Alors c'est vrai D'accord. qu'on aurait pu faire appel à des compétences extérieures parce qu'il y a maintenant des profils Hmm. spécialisés En rédaction, tout à fait, oui. voilà, sur cette expertise. Et en fait, je me suis lancé dedans parce que j'ai un petit passé éditorial. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une agence qui s'appelle Wordpil et qui est une des meilleures agences de communication éditoriale de la place de Paris, D'accord. dans laquelle on faisait pas tout à fait cette démarche de X-Writing, mais De des chartes rédaction, oui, d'accord. éditoriales. Et D'accord. donc, j'avais capitalisé une certaine connaissance sur ces questions-là et ça a pu me permettre d'avoir un bagage de départ. Et après, je me suis beaucoup documenté en lisant des livres, bien sûr, en regardant les bonnes pratiques. Et après, voilà, j'ai raccroché un peu les morceaux et ça m'a permis voilà, de faire ce travail là-dessus. Et d'ailleurs, je dirais que ce qui est important finalement, c'est pas tant le travail de rédaction des guidelines et de formalisation, mais le fait que, en fait, en le faisant, ça a sensibilisé toute l'équipe à cette question-là. Et maintenant, on a une attention beaucoup plus développée pour ces questions. Donc, D'accord, ok. Ouais, voilà, non, mais c'est c'est important en plus que ça soit rédigé correctement, que tout le monde soit sensibilisé et puis que ça soit universel en fait sur tous vos produits, c'est voilà. important, ouais, tout à fait. D'accord, bah, Donc ça, je te laisse c'était continuer, merci. c'était identifié dès le départ, vraiment dans cette roadmap UX ou design. D'accord. Et donc ça, c'était le cinquième élément sur ces 8 thématiques, cinquième ou sixième, je ne sais plus. Et ensuite, il restait 2 thématiques. La question de l'onboarding et de la simplification des parcours utilisateurs, parce que on avait des choses assez alambiquées. On a aussi beaucoup de complexité fonctionnelle dans nos produits, donc c'est important de pouvoir guider et faciliter l'adoption des features, mais je dirais même Hmm. au-delà des features, parce qu'on ne design pas que pour agencer des features. On design dans je dirais dans une perspective qui est un peu plus globale que ça. On était très en retard sur la question de l'onboarding parce que si tu regardes tous les éditeurs de logiciels, tous les gens qui proposent des services SaaS, cette question de l'onboarding est quelque chose de très très développé maintenant. Ce que font par exemple des Salesforce sur Hmm. l'onboarding, des Microsoft, des Google, des Dropbox, des Box. C'est assez élaboré et nous, ça faisait partie un peu des manques. Et puis, il y a un dernier point très important dans ces thématiques de travail, c'est la sensibilisation au design, parce que évidemment, nous, on arrive avec toutes ces idées, mais ça bouscule un peu le fonctionnement des équipes en place. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que Woodrive s'inscrit dans une culture qui est très tech, très ingénierie et très sales au sens commercial, et que bien entendu il y avait une très faible appétence au départ pour le design et une maturité très faible sur ces questions-là. Donc pouvoir embarquer toutes les équipes dans la démarche design, c'est un travail qu'on fait un peu en tâche de fond avec voilà des tactiques, des moments clés, mais c'est pas un truc qui advient du jour au lendemain. Hein, voilà, Bien sûr, ouais. D'accord. sans aucune sans, sans aucune honte que 2 ans et demi après avoir commencé ce sujet, on a certes énormément progressé, mais il reste beaucoup de boulot à faire sur la sensibilisation au design d'une manière générale. Voilà. D'accord. C'est Est-ce un que, travail qui ne finit jamais. d'accord.
Est-ce que par rapport aux équipes qui étaient déjà en place, est-ce que tu as ressenti soit des difficultés ou des gens qui étaient plus ou moins réticents à la construction de cette volonté d'inscrire le design comme une stratégie au sein de l'entreprise? Alors oui, bien sûr, on a eu beaucoup de réticences. Je pense c'était des réticences. Alors ça pouvait s'expliquer de deux façons. Déjà parce que l'expérience précédente avec des designers qui avaient travaillé avant nous chez Woodrive avait abouti à pas mal de conflits. Donc il a fallu, je dirais, qu'on fasse preuve de beaucoup de diplomatie pour faire entendre que le design, c'était pas un choc frontal qui vous arrivait dans la figure. D'accord. Première chose. Et puis ensuite, il a fallu, je pense aussi énormément rassurer sur le fait que on n'allait pas tout casser, refaire. Et puis quand les produits allaient être refondus, on n'allait pas recommencer l'exercice tous les 2 ans pour tout recasser à nouveau. Ça d'ailleurs, j'ai eu cette question dans une réunion il n'y a pas très longtemps d'un manager de l'équipe ingénierie. Et une de ses craintes, c'était qu'avec le design system, on allait avoir envie de changer du tout au tout tous les 2 ans. Et en fait, ça, c'est un biais un peu de perception Hmm. voilà, sur ce que fait l'équipe design. Et bien sûr, on a dit, bah non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'incrémental, pas du tout fonctionner comme ça. D'accord. Est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui ont été très favorables à cette volonté d'inscrire le design dans la stratégie de l'entreprise? Alors oui, ça vient aussi avec son lot de très bonnes surprises, notamment chez des développeurs qui travaillent sur ce que chez nous on appelle le client lourd, hein, c'est-à-dire c'est les applications logicielles qu'il faut installer sur sa machine D'accord. pour macOS ou pour Windows. Hein. Nous, on a un certain nombre de, de logiciels clients lourds qui sont souvent des logiciels de synchronisation ou bien des interfaces de paramétrage pour la sauvegarde, voilà, des choses comme ça, des control stations, ce qu'on appelle des control stations. D'accord. Et donc c'est généralement des interfaces bon, qui sont plutôt réservées à des administrateurs ou à des gens qui ont des usages avancés. Et en fait, dans cette équipe client lourd, on avait fait une première tentative, voilà, pour améliorer les choses. Et puis on voyait que c'était très laborieux. Et puis un jour, on tombe sur un projet avec une équipe avec laquelle on n'avait pas encore beaucoup travaillé. C'est l'équipe justement du backup, d'AD Backup, notre produit AD Backup. D'accord. Et en fait, on est tombé sur des développeurs qui avaient une énorme appétence pour faire du design et pour améliorer les choses. Et en fait, on s'est demandé pour quelles raisons on ne les avait pas rencontrés plus tôt. Parce que là où quelquefois certaines équipes nous disaient que très peu d'évolution était possible, que les choses étaient relativement figées, avec beaucoup de contraintes techniques, etc. Eux nous disaient au contraire que ils avaient envie de changer les choses et que ils avaient voilà, ils étaient prêts à investir du temps pour pouvoir améliorer les composants sur les clients lourds Windows et que donc on pouvait faire beaucoup de choses. Et D'accord. donc on est allé très loin du coup avec cette équipe. Bon, il se trouve aussi que c'est pas un hasard, hein, c'est une des équipes chez Woodrive qui tourne le mieux et avec laquelle on arrive voilà, à mieux travailler. Et donc oui, on peut aussi avoir ce type de surprise parce que c'est pas que, j'ai envie de dire, c'est pas que de l'effort, de la sueur et du sang. On peut aussi tomber voilà sur des gens avec qui la relation de travail est évidente et c'est très agréable aussi quand ça arrive. Bien sûr, oui, absolument. Est-ce que pour toi, il existe une façon ou un moyen, je ne sais pas, d'installer le design dans la stratégie de l'entreprise?
Est-ce que peut-être il existe des méthodos, on va dire de façon globale ou Maintenant, j'ai un petit point de vue sur cette question, puisque j'ai vécu ça chez Woodrive. Hmm, Euh, donc là, j'ai parlé un peu de cette phase 2 d'écriture de roadmap, mais quand j'en étais rendu à cette phase-là, encore finalement très peu de gens avaient eu, je dirais, un aperçu de la vision qu'on voulait mettre en place. Donc il a fallu bien sûr communiquer sur cette roadmap. Donc d'abord communiquer entre nous, hein, dans l'équipe design. Donc ça, c'était la partie la plus facile parce que hmm, ça a été très vite adopté par l'équipe, hein, surtout qu'on a construit certains modules, on va dire, de cette roadmap ensemble avec les designers. d'accord. Ensuite, il fallait communiquer à l'équipe produit, puisque nous, on est intégré dans l'équipe produit, hein. Mon N plus 1, c'est le Head of Product d'Oudrive. D'accord. Donc ça a été aussi assez facile parce que on avait une très bonne relation avec le product management et que il y avait aussi une certaine appétence pour des sujets de design. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont découvert avec nous au fil de l'eau et on n'a pas du tout rencontré de résistance, bien au contraire, on a été quand même beaucoup soutenus. Et ensuite, c'était aussi de faire comprendre cette roadmap et cette vision en dehors de l'équipe pour qu'elle elle puisse à terme faire l'objet de priorisation dans les objectifs qu'on se fixe chaque trimestre sur les développements, parce que vous pouvez faire la plus belle stratégie, la plus belle roadmap en design que vous voulez, si derrière personne ne se saisit des points clés et ne les traduit dans ce qu'on appelle nous chez Woodrive aussi dans beaucoup de startups des OKR, hein, c'est-à-dire des objectifs key results. On fonctionne beaucoup comme ça. Eh bien, ça passe à la trappe et en fait, vous vous contentez de poser des pansements sur les produits pendant des mois et des années. Ouais, Donc ça a ouais, été aussi, voilà, parce que en fait, le but, c'est que tout le monde puisse participer finalement à cette roadmap. bien sûr, hein, l'idée c'est de la partager le plus largement possible et que les gens se l'approprient hein, d'une Hmm, certaine façon, parce que alors bien sûr, vous avez un peu le leadership là-dessus en tant que design manager, mais quelque part, elle ne doit plus vous appartenir, hein, cette roadmap. Donc, hmm, on a commencé sans attendre les premiers chantiers sur lesquels nous, on pouvait directement intervenir, c'est-à-dire les endroits où il y avait le moins d'interdépendance entre les équipes. Et ça nous a pris quasiment toute l'année 2019. d'accord. Ok. Ah Ça, oui. voilà, c'était, je dirais, le début de la mise en place, mais c'était pas encore gagné à ce moment-là. Et il y a eu une phase 3 pour nous, un élément un peu déclencheur qui a été décisif, c'est que l'équipe product, toute l'équipe produit a été repositionnée dans l'organisation parce que jusqu'alors on dépendait du CTO, hein, du directeur technique. D'accord. Et c'était une très mauvaise chose parce que je pense que on n'était pas positionné au bon endroit dans l'organisation en relevant de la direction technique. Et nous avons été rattachés à la stratégie puisque deux de nos fondateurs ont pris le poste de Chief Strategy Officer et donc sur deux gammes de produits, hein, la gamme de produits qui concerne l'identité numérique et la gamme de produits qui concerne plus largement les solutions de collaboration. Et donc, on a été invité, on a eu un siège pour participer à une série d'ateliers sur la stratégie d'Oudrive à la rentrée 2019. Donc, c'est encore tout récent, hein, finalement, Hmm, ça n'a pas tout à fait un an, ça. Et donc, on a fait plusieurs fois cet exercice d'atelier en dégageant des thématiques. Hein. Donc, il y a eu, je vais donner des exemples de thématiques qui ont émergé pour la stratégie. Il y a tout ce qui concerne évidemment l'axe un peu différenciateur d'Oudrive, qui est la sécurité numérique. Il y a d'accord. eu un axe aussi sur les KPI, hein, c'est
nos Key Performance Indicators. Et puis, parmi les thématiques qui ont émergé, moi j'ai fortement poussé évidemment le design. Et donc, concernant le design, j'avais proposé deux ou trois axes pour une stratégie. Donc ça s'est vraiment fait en plusieurs temps, hein, parce que au départ, on sait pas forcément bien comment le positionner pour que ça soit raccord aussi avec tout ce qui a été dit par l'équipe produit. Donc on a élaboré ces deux ou trois axes en groupe de travail avec des PM et aussi beaucoup avec l'aide du Head of Innovation et du Head of Product. D'accord. Je peux les citer, hein, ces axes. Il y avait un premier axe qui portait plus sur comment le design peut devenir un levier pour faciliter l'innovation chez Woodrive, avec deux, je dirais, réflexions, deux sous-axes possibles. Le premier axe, c'était l'intelligence artificielle. Mais nous, on a encore relativement peu d'intelligence artificielle dans les produits d'Woodrive. Donc c'était pas forcément assez mature. Et puis un deuxième axe qui était designing for security. Donc c'est cet axe-là qui a été finalement retenu. Mais on s'est aussi posé des questions comme comment le design peut-il permettre à Woodrive de se différencier sur le marché, comment le design peut-il créer de l'impact et de la performance pour l'entreprise. Sous-entendu, par performance, j'entendais l'industrialisation avec le design system, et puis aussi un axe très important qui était l'amélioration de la qualité logicielle par le design, parce que on souhaitait vraiment faire un saut qualitatif voilà, sur cette question de qualité logicielle. Et finalement, on a retenu Designing for Security, parce que le design peut être un maillon de la confiance et de la sécurité numérique, et que en fait chez Woodrive, on a beaucoup axé notre différenciation sur cette question de la confiance et de la sécurité. D'accord, ok. Super intéressant comme sujet. Et du coup, ces sujets-là, vous les avez pris à bras le corps pour ensuite travailler dessus. Alors voilà, on a fait tout un travail dessus. Donc d'abord, je dirais, et essayer d'expliciter ce qu'on entendait par design et sécurité Hmm, numérique. Hein, donc, au niveau des parcours utilisateurs, ça veut dire essayer de rendre le chemin le plus sécurisé, le plus évident et le plus facile. Au niveau de la facilité d'usage aussi, parce que si ce n'est pas facile d'usage, eh bien, ce n'est pas sécurisé. Ça, c'est un peu l'adage, je dirais, qui ressort souvent dans les travaux sur la sécurité et le design. Et puis, au niveau aussi de notre langage d'interface, comment, par exemple, concevoir des design patterns pour la sécurité numérique. Et il en existe, il y en a qui ont été décrits. Donc, moi, je me suis beaucoup documenté là-dessus, hein, parce que la sécurité numérique, même si on y avait été fortement sensibilisé chez Woodrive, ça restait quand même un petit peu une boîte noire et un univers sur lequel il fallait monter en compétences. hmm. Donc j'ai fait un peu l'état de l'art dans la littérature scientifique. Hein, donc il y a pas mal d'articles qui ont été publiés sur la question, donc je les ai tous lus. J'ai lu les livres aussi sur cette question parce qu'il en existe. Donc c'est toujours écrit en anglais et c'est toujours dans une perspective très anglo-américaine, mais c'est extrêmement intéressant. Ouais, Et sur la base de ça, j'ai commencé à rédiger une sorte de manifeste sur le design et la sécurité numérique. Donc d'ailleurs, j'en ai fait un certain nombre, j'en ai retiré un certain nombre d'articles sur Medium qu'on peut d'accord. aller consulter librement. J'ai présenté cette question du design et de la sécurité numérique dans un événement interne qui a été pas mal suivi par les développeurs chez nous. J'ai fait une tribune dans la presse professionnelle. Donc il y a tout un petit plan d'action hein, autour de ça. D'accord. Euh, et puis, bon, bah, c'est bien, une fois qu'on a fait la part, je dirais, un peu conceptuelle et théorique de tout ça, il reste quand même à traduire cette stratégie dans l'opérationnel. Hmm, Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. d'accord. Donc je peux donner quelques exemples. Hein. Bah, bien sûr, c'est d'organiser notre montée en compétences
sur cette question de la sécurité numérique à travers des formations, en lisant des choses, en documentant. Donc je, on va dire, j'enjoins l'équipe, la mienne et celle des product managers, voilà, à lire des choses. Donc je fais pas mal de résumés d'articles en français pour que ce soit plus accessible. Puis D'accord. après, il y a aussi tout un travail de veille thématique que l'on mène avec les PM. Donc chaque semaine, je suis un peu le rédacteur en chef d'une newsletter interne sur, voilà, sur le product design et l'innovation, avec voilà, les thématiques de la sécurité numérique. Donc là, tout le monde peut contribuer, hein. Voilà, chacun fait sa veille, m'envoie les liens, et moi je fais un peu la curation. D'accord. Donc cette newsletter, d'ailleurs, elle a énormément de succès, puisque j'ai déjà spontanément une soixantaine de personnes inscrites en interne. Donc sur 300 personnes, ça commence à être pas mal. Ouais, tout à Euh, fait. Hmm. voilà, là on en est au 13e numéro qui a été envoyé ce matin. On fait aussi beaucoup de monitoring de la concurrence à travers des benchmarks réguliers, hein. Je vois par exemple quand Box ou Dropbox sortent des fonctionnalités qui concernent la sécurité numérique, eh bien on essaie de documenter tout ça à travers des benchmarks qui sont formalisés et qui sont pris en charge par l'équipe design. Donc on s'est fait une petite spécialité de tout ça. D'accord. Et après, il y a aussi travaillé sur la base de design pattern pour la sécurité. Donc ça, c'est en cours, notamment en annexe un peu du design system. On essaye voilà, de documenter ces choses-là. Et puis à partir de là, bah, on essaie de construire les meilleurs produits possibles, parce que sans mise en œuvre concrète de la stratégie design, bah, il n'y a pas de stratégie design, parce qu'il faut que ça soit visible par des signes très concrets. Voilà. Donc les meilleurs signes concrets de la stratégie, ensuite, bah, c'est les produits qu'on a construits, parce que là, c'est vrai qu'on a eu l'impression, à travers l'exposé de la stratégie design d'Oudrive, que ça peut être un exercice parfois un peu abstrait, un peu théorique, comme je disais au départ, mais Hmm. en vérité, on est surtout des faiseurs, hein. Voilà, il faut faire cet aller-retour permanent entre notre capacité à conceptualiser et notre capacité à faire, qui n'est pas moins importante, hein. Si les deux ne se répondent pas, bah, on n'a pas grand-chose entre les mains. Voilà. Absolument. D'accord. Ok. Ben, c'est super intéressant et je pense qu'effectivement le design et la sécurité c'est un véritable enjeu et surtout dans votre niveau dans une société de tech c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de très important. Je le comprends tout à fait. Et paradoxalement, ça a été assez peu exploré, hein. C'est un thème Chez qui est Woodrive, tu veux dire, ou ailleurs? alors Geodrive et dans d'autres sociétés, qu'elles soient françaises ou américaines. Je vois par exemple des startups comme Dashlane sur la sécurité, Hmm. ou des éditeurs de logiciels comme Akafi. La sécurité numérique, elle est abordée avant tout sous un prisme réglementaire ou technique, et très rarement d'un point de vue design. Et c'est un discours, je pense, qui est un petit peu nouveau en fait, même s'il y a eu des livres très remarquables d'ailleurs qui ont été publiés sur ce sujet chez Aureilly ou chez d'autres éditeurs, chez Wiley ou chez Morgan Kaufman, qui sont souvent les éditeurs tech par excellence, Hmm. avec des discours très avancés, hein, parfois. On se rend compte que dans la mise en place, on est très peu de designers à porter ce discours-là. La seule fois où j'ai vu porter ce discours en France sur le design et la sécurité numérique ou la confiance, c'était dans des institutions financières, dans des banques. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est étonnant quand même parce que je pensais que même j'imagine que chez Google, il y a un département qui doit s'occuper de la sécurité. Et, Alors oui, bien fa- sûr, Google. et je pense qu'il y a des designers qui doivent collaborer dans cette équipe, j'imagine, parce que c'est vrai que la sécurité chez Google, bah voilà, c'est quand même, ils ont beaucoup travaillé sur ça depuis très longtemps.
Et j'imagine qu'il y a des designers, parce que les parcours se sont beaucoup améliorés depuis ces dernières années. Et j'imagine ils ont forcément, il y a forcément des designers qui ont travaillé dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, bien sûr, sur les fonctionnalités de sécurité que développe Google. Je vais donner un exemple concret. Il y a par exemple ce qu'on appelle la double authentification. Oui, C'est quand, en plus de votre mot de passe, on va vous demander de saisir, par exemple, un code que vous avez reçu sur votre téléphone mobile, ou bien de rentrer une clé de connexion qui permet de vous authentifier en fait en plus du mot de passe. D'ailleurs, ce qu'on dit beaucoup actuellement, c'est que les mots de passe sont amenés progressivement à disparaître avec tout ce qu'apportent ces clés d'authentification. Hein, voilà. Et Google a bien sûr beaucoup contribué là-dessus, y compris je dirais, sur le marché, à édicter un peu des standards. Hein. tout à fait, oui, absolument, oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que ces équipes-là, elles ne sont pas, je pense, en Europe. Je pense qu'elles travaillent plutôt aux États-Unis. Oui, aussi, tout à fait. D'accord, ok. D'accord. Ben, c'est vraiment très intéressant ces sujets et cette dynamique de vouloir installer le design au sein de l'entreprise. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou nous dire par exemple qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui? Alors, ce que je retire de cette expérience, bon, c'est que déjà, euh, malgré tous les plans qu'on peut faire sur la comète, toutes les roadmaps qu'on peut prévoir, dans une organisation produit, on est souvent confronté à beaucoup d'instabilité. Instabilité, on va dire, au sein des équipes, instabilité sur les choix stratégiques, instabilité voilà, sur la capacité aussi des fois à faire de nos équipes techniques. Ça, je pense, c'est des problématiques auxquelles tous les designers, que ça soit au sein des startups ou au sein des grands groupes, sont confrontés. Donc, c'est très important aussi, au-delà de, je dirais, de prévoir et de faire les plans, d'avoir une capacité d'improvisation, de remise en question aussi, de vraie agilité, c'est-à-dire d'adaptation vraiment à la situation terrain. Tout ça n'est pas du tout statique et moi j'ai énormément appris par rapport à ça. Il faut savoir aussi toujours se réinventer, trouver de nouvelles idées. Parmi les erreurs des fois que j'ai pu faire, c'est que on a une tendance un petit peu à se disperser dans tout ce que l'on fait. Moi, c'est vrai qu'en plus, au-delà d'ODrive, j'ai beaucoup d'activités, donc aussi beaucoup de matière à réfléchir à côté. Donc, ces Hmm. dernières années, je me suis quand même beaucoup aussi recentré, refocusé sur mon cœur de métier. Bon, mais cette dispersion, parfois, c'est aussi une richesse. Hein, donc, Absolument, oui, tout à fait. c'est important de l'avoir. Et si je devais peut-être euh, donner les réussites dont je suis le plus fier, même si on est loin d'être arrivé au point où l'on souhaiterait hein, chez OneDrive, je pense que c'est d'abord mon équipe, c'est le niveau de mon équipe, parce que il y a une vraie complexité fonctionnelle sur les interfaces pour lesquelles on intervient au quotidien. Et j'ai vu une montée en compétences qui est assez bluffante. On a réussi à constituer une équipe voilà, qui est vraiment capable de prendre des sujets très très pointus, très très complexes. Donc Excuse-moi, ça, vous êtes combien de c'est designers capté. chez WooDrive? Alors on est une petite équipe, hein, on est dans la moyenne hein, des équipes de design en France. Ouais, On est 5 en tout, d'accord, très bien, avec moi comme manager. Voilà. d'accord. Et puis, je dirais, autre réussite, c'est les refontes en cours des produits sur lesquels on travaille. Là, il y a un produit qui va aboutir à la rentrée, c'est le produit phare d'ODrive, c'est Postfiles. Donc, c'est une refonte assez radicale en termes de design. Hein. D'habitude, on fait pas de refonte radicale hein, sur les produits parce que c'est des stratégies assez risquées. Hmm. Mais on a énormément testé, on a énormément itéré dessus. Il y a une réécriture du code qui est assez profonde aussi. Ça a été beaucoup de boulot en fait pour apprendre à travailler avec les équipes et ce qui va sortir
Bien entendu, c'est pas la version cible qu'on a en tête parce qu'on a encore, je dirais, 2-3 coups d'avance sur ce qu'on est capable pour l'instant de livrer, mais c'est déjà un très beau point d'étape. Voilà, et ça, c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'on a aussi appris à mieux travailler. Ça, je pense, c'est une des réussites. C'est c'est aussi des fois apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. Voilà, d'autres façons d'avancer. D'accord, super. Bon, tu as devancé mes deux autres questions. En fait, tout à l'heure, tu disais, je te demandais qu'est-ce que tu retirais de cette expérience, pardon, et tu me disais que c'était toujours se réinventer, que tu avais appris beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu appris? Est-ce que tu as, j'imagine qu'il y a des moments où tu t'es senti en danger et que finalement tu t'es repositionné, je sais pas. Qui est, Oui, bien sûr. Alors, il y a des moments où effectivement, il faut un peu se repositionner parce qu'on peut pas faire exactement comme ce qu'on avait prévu de faire. Hmm, Pour moi, il y a un élément qui est quand même parfois un peu sous-estimé, c'est le facteur humain aussi. C'est hmm, le facteur collaboration avec les autres équipes parce que ce sont des choses qui peuvent être très puissantes et faire avancer des sujets d'une manière très rapide et remarquable. Et inversement, s'il y a un manque d'alignement, de collaboration entre les gens, ça peut complètement miner en fait le travail ou les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est hyper important en tant que designer de se trouver des alliés. Moi, je vois aussi beaucoup le rôle de Head of Design ou Design Manager comme un rôle de haute diplomatie. Hein. hmm. Et au quotidien, c'est trouver ses amis, c'est pouvoir essayer d'apporter des contributions qui vont avoir de la valeur, quelquefois pas forcément là où on est attendu. Et c'est aussi des fois savoir prendre un peu des risques, voilà, sur des positionnements ou s'engager dans des voies où on n'est pas sûr de l'aboutissement. Et moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi en interne rendre service à des équipes où quelquefois on n'est pas censé intervenir sur tel ou tel projet, mais on les dépanne et on fait en sorte d'apporter de la valeur là où on pense que ça peut être intéressant. D'accord, super. Bon, bah, merci beaucoup. Avant donc de terminer cette interview avec Benoît, je voudrais te poser trois questions qui sont les questions fil rouge. Dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi? Alors, bien sûr, je suis très heureux chez Woodrise. Je pense que si je devais travailler ailleurs, ce serait pour une mutuelle, pour une banque ou une fintech, D'accord. parce que dans ces domaines, les interfaces n'y sont pas une fin en soi. Hein. Ce qu'on y développe beaucoup, c'est le sens du service. Et je trouve que ça, c'est vraiment important, essayer de créer une proposition de valeur qui ne repose pas que sur de la technologie ou que sur un sens purement business. Et je trouve par exemple que dans les mutuelles ou les sociétés d'assurance, très souvent, on a ça qui ressort de manière importante. Si les valeurs de l'entreprise, évidemment, sont bonnes, hein, je pense à Hmm, des endroits comme Maïf, comme le Crédit Mutuel CIC, qui a été un de mes clients pendant plusieurs années. d'accord. Euh, voilà, ce sont des endroits qui sont extrêmement intéressants, je pense. D'accord, ok. Et deuxième question, qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Alors, je pense que c'est probablement mon parcours, ma formation initiale. Je pense on en a quelques-uns, mais on a peu de designers qui sont des littéraires de formation. Donc, moi, ça m'a amené à travailler beaucoup sur des problématiques éditoriales avec la presse en ligne, voilà, avec des sujets aujourd'hui dont je me suis un peu
éloigné, mais on va dire, cette culture littéraire, c'est quelque chose qui me définit profondément et qui me resserre très régulièrement. Et ça, je pense que c'est cette capacité aussi à communiquer sur son travail, à formaliser, c'est quelque chose qu'on trouve en commun entre les littéraires et les designers. D'accord, très bien. Et donc la troisième et dernière question de ce fil rouge, comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je pense que ce métier sera peut-être assisté par l'intelligence artificielle et non remplacé, hein, j'insiste là-dessus. Adobe d'ailleurs a développé toute une vision autour de cette évolution à travers son programme Adobe Sensei, son programme d'intelligence artificielle. J'ai assisté d'ailleurs à Los Angeles il y a quelques années à des conférences extrêmement intéressantes là-dessus. Bon, on n'en est qu'au début, hein, bien Hmm. sûr. Je pense aussi que le métier de designer, j'ai fait tout un article là-dessus, va devoir aussi se nourrir beaucoup plus des démarches de sciences humaines et de sociologie des usages. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez primordial, qu'on a un peu sous-estimé, mais qui va fortement revenir. Voilà, je dirais un peu pour les grandes lignes, hein. Il y a évidemment bien d'autres pistes sur le futur de ce métier, hein, mais je pense que ça va être très très important. Et si je devais ajouter une dernière chose, c'est que je pense aussi que on va revenir à une culture de la création formelle qui est plus forte parce que les métiers de l'UX sont un peu dévalorisés, toute cette culture de la formalisation. Moi, j'ai un parcours du high designer aussi avant. Hein, j'ai été directeur artistique digital, directeur de création digitale, et tout ça a été un peu supplanté par l'économie de l'expérience, avec beaucoup de choses intéressantes, mais aussi beaucoup de bullshit. Et je pense que ce qu'on ne peut pas renier, c'est sa culture, c'est de là où on vient. Donc, moi, j'invite tous les designers à vraiment réaffirmer leur culture, parce que c'est ce qui les définit. Voilà. D'accord. Ça, c'est un autre sujet dans lequel tu pourras peut-être intervenir une prochaine fois. C'est vrai Avec que l'UX doit-il supplanter le design? Ça pourrait être un sujet. Voilà, c'est quelque chose de. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles qui sont parus. Il y a eu beaucoup comment dire, de webinars, etc., ou beaucoup de d'events, débats autour de ces questions. oui, tout à fait, de débats autour de cette question. Et c'est vrai que c'est un sujet dans lequel on pourrait faire, je pense qu'on pourrait intervenir avec plusieurs designers, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Euh, voilà, en fait, pour terminer cette interview, je voudrais te laisser conclure avec, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, quel serait ce conseil, Benoît, s'il te plaît? Moi, je dirais que ce qui me semble très important, c'est de conserver toujours un esprit critique par rapport aux tendances, par rapport à l'ère du temps, par rapport aux choses qui sont à la mode. Voilà, prendre un recul critique, moi, ça me semble nécessaire. D'accord. Eh bien, en tout cas, bah, merci. Voilà, cette interview est terminée maintenant. Merci en tout cas, Benoît, d'y avoir participé. Merci beaucoup, Laurent. J'étais très content de converser avec toi et sur ce sujet qui finalement est très intéressant. Eh bien, en tout cas, merci à toi encore, Benoît. Merci à toi. Et en tout cas, merci aux auditeurs de nous écouter, toujours sur Design Plus, toujours de plus en plus nombreux. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benoît, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus.
le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!